Quel est le lien entre le sport, les bilans systématiques de santé, les virus de l'hiver? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je réponds à vos questions, les questions que vous m'avez posées. Alors c'est parti pour cette foire aux questions de la rentrée. Première question. J'ai envie de me remettre au sport. Ai-je besoin d'un certificat médical? C'est la question de la rentrée. La réponse, elle n'est pas si simple, à tel point que le gouvernement a même mis en ligne un simulateur, comme pour les retraites. Autant dire, on était à 2 doigts de la création d'un numéro vert. Schématiquement, si on pratique le sport dans le cadre d'une fédération, ce qui est le cas de la majorité des clubs, des associations, pour les enfants mineurs, seul le renseignement d'un questionnaire est exigé. Selon les réponses, un certificat médical pourra être nécessaire. Pour les personnes majeures, que ce soit pour une première demande de licence, pour son renouvellement ou pour la pratique d'une compétition, ça dépend des fédérations. Hors fédération, l'exigence d'un certificat médical en fait appartient à la structure organisatrice. Alors petite particularité, pour quelques disciplines spécifiques qui sont dites à contraintes particulières, il s'agit notamment de la plongée, de la boxe ou d'autres sports de combat pratiqués en compétition, ou encore des activités impliquant une arme à feu. Dans tous les cas, un certificat médical sera exigé et tous les ans. Alors au final, comme je vous disais, c'est vraiment pas si simple de s'y retrouver. J'ai envie de vous répondre, demandez à votre club ou à votre association si un certificat est nécessaire. Que préfères-tu dans ton métier? Merci Pauline pour cette question. Bon, avec Pauline, on se connaît un petit peu. Je vous invite à aller vraiment découvrir son contenu. Pour revenir à ta question et puis à ce que je préfère dans mon métier, je dirais que c'est vraiment la diversité des situations qu'on est amené à prendre en charge, aussi bien des bébés, des enfants que des personnes âgées, des patients qui viennent de milieux sociaux très différents, et puis aussi cette relation qu'on peut avoir, une relation privilégiée avec nos patients, qu'on va être amené à suivre dans le temps, avec cette idée que le bureau de consultation, c'est aussi un des derniers endroits où finalement on peut se confier, on peut partager, dire les choses, et en tout cas moi je suis très heureux de faire mon métier. Peut-on vraiment attraper froid? C'est une expression qui revient souvent en consultation. Alors pour faire court, non, on ne devient pas malade simplement parce qu'on a été exposé au froid et que les températures baissent. Le froid en soi ne rend pas malade. D'ailleurs dans les pays nordiques, on a coutume de laisser les enfants faire la sieste dehors au froid. La plupart des infections de l'hiver sont dues à des virus, donc si on tombe malade, c'est bien qu'on a croisé un virus ou une personne contaminée. Comme beaucoup d'expressions populaires, il y a souvent un petit fond de vérité ou du bon sens derrière cette expression. Il se trouve que certains microbes, comme le virus à l'origine de la grippe, du rhume ou encore du Covid, se développent plus facilement quand les températures baissent. Et quand il fait froid, on a aussi tendance à se regrouper, à rester enfermé, à moins aérer son domicile, qui va favoriser la propagation du virus. Et puis aussi, le froid peut affaiblir notre système immunitaire, ce qui peut rendre notre organisme quand même plus vulnérable aux infections virales. Dans quel cadre exerces-tu en tant que médecin généraliste? Merci Skandray pour cette question. Il se trouve que j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle ou MSP avec plus d'une vingtaine de collègues, à la fois médecins et puis paramédicaux. On est installé à côté de Nantes avec vraiment cette idée, cette envie de travailler ensemble de façon coordonnée au service de nos patients. Alors il se trouve que j'ai enregistré un podcast avec Grégoire alias Major Mouvement, c'est la saison 2 du Kinélab. Et donc si le sujet des maisons de santé et de l'exercice coordonné vous intéresse, je vous mets le lien encore une fois en description et vous pourrez retrouver, donc il s'agit des 2 premiers épisodes de la saison 2. À quelle fréquence est-il conseillé de réaliser un bilan de santé? Alors la question des bilans de santé, c'est une très bonne question. Il se trouve que si vous êtes vraiment en bonne santé, que vous n'avez aucun symptôme, aucun antécédent familial notable, une bonne hygiène de vie, il n'y a pas vraiment de recommandations officielles. Autant chez l'enfant, le suivi il va être assez codifié avec des examens, des consultations systématiques dans le cadre du suivi des nourrissons. Les choses sont assez bien cadrées. À l'âge adulte, je dirais qu'au minimum une première consultation avec une prise de sang à la fin de l'adolescence, vers la vingtaine, c'est probablement une bonne chose, et puis après peut-être tous les 3 à 5 ans. Après je dirais que vers l'âge de 40, 50 ans, probablement qu'une visite tous les ans, tous les 2 ans, c'est sûrement une bonne chose pour justement faire le point un petit peu sur la santé, les dépistages. Et puis d'une façon générale, plus on va avancer en âge, et plus ce suivi, cette surveillance devra être rapprochée. Ce qu'il faut retenir, c'est comme pour sa voiture et la révision, il est important de consulter même si tout va bien. Si on prend le cas de l'hypertension, c'est une maladie qui est très fréquente et le plus souvent, il n'y a pas de symptômes. Donc si vous prenez jamais votre tension artérielle, vous ne pouvez pas savoir si vous faites de la tension. Donc voilà, je vous invite à consulter même si tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.